Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, si je devais écrire une histoire avec le même thème, j'y mettrais autant d'humour et de légèreté. Je veux descendre, il me faut descendre. J'ai l'impression de vous avoir vu dans pas mal de petites choses. Est-ce que tu veux pas voir les choses clairement, je vais te les dire en face. Je suis passé de l'un à l'autre comme ça. C'est dans l'échange qu'on grandira. Je n'ai aucun souvenir de ce moment-là. Ce qui se passe dans ma vie professionnelle, il n'y a rien de normal, rien d'ordinaire. C'est quoi un mec comme moi? L'enfant d'immigré que je suis n'existe pas dans le cinéma français. Et le César du meilleur acteur. Alors, j'ai toujours avancé sans rétro. Waouh, ah ouais. Le marché de la chaussure. Mon tout premier job. On est en 1985. Pourquoi je me souviens bien de l'année? C'est que le 30 juin de cette année, je dois aller voir Springsteen à la Courneuve. Donc quand le gars m'engage, je lui dis, par contre, j'ai juste un problème, je veux bien travailler avec vous, mais le 30 juin, j'ai un mariage. Je ne pouvais pas lui dire que c'est un concert de Springsteen. Mais j'y passe quelques années, c'est mon premier job, mes premières fiches de paie, et j'ai 20 ans. Ce que j'avais sous-estimé au marché aux puces, c'est la diversité de la clientèle. Il y a tout. Beaucoup d'artistes, beaucoup de gens issus du monde du spectacle, du cinéma, des commerçants, les gens lambda, etc. Et donc, je suis amené à faire plein de rencontres. Et notamment, je sais que j'ai fait mes premiers castings parce que je travaillais aux puces. Eh bien, vive le sport sur Antenne 2 à dimanche prochain à 19h, si vous le voulez bien, avec d'autres images et d'autres événements. À l'époque, l'enfant d'immigré que je suis n'existe pas dans le cinéma français. Donc, quand il y a ce jeune cinéma qui émerge et qui veut faire apparaître justement cette communauté-là dans leurs films, ils ne savent pas où les trouver. En tout cas, ils ne sont pas dans les cours de comédiens. Donc, ils les trouvent notamment, en ce qui me concerne, au marché de la chaussure, au marché aux puces. Et là, c'est pour ça, voilà, en fait, c'est pour ça que, tu vois, j'ai allumé des clopes pour avoir des cendres. Je veux descendre, il me faut descendre. Et pourquoi il me faut les cendres? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ou pas? Tu sais pourquoi il me faut descendre pour la bouteille? Non. Tu sais pas pourquoi? Les cendres, je les mets sur le goulot de la bouteille. Je les mets sur le goulot de la bouteille. Tu sais pas pourquoi? Xavier me montre une vidéo d'un vrai toxico sous crack qui explique comment on fait une pipe de crack. Il me dit, regarde là, ça va t'inspirer. La vidéo dure à peu près un quart d'heure et je suis 10 tons en dessous de la vérité. Tellement le gars, il va loin dans son explication, il se lève toutes les 20 secondes pour voir s'il n'y a pas un chat mort sous son oreiller, sous son coussin. Donc j'en fais 10 fois moins que lui. Mais il me laisse cette liberté et surtout on est en plan séquence. À l'époque, on est encore on tourne en argentique, donc il utilise des bobines entières où il me laisse toute la liberté pour expliquer comment on fait une pipe de crack avec une place à l'improvisation. Quand je parle du sportif, etc. J'écoute ça, c'est tellement absurde. Mais ça, c'est quelque chose qui me laisse, qui m'autorise à dire et à faire. Et je découvre la vraie jouissance du jeu avec Xavier Beauvois à ce moment-là. Comment il est venu à vous, ce rôle? Je rencontre Xavier, pas Xavier, son assistant, pour une silhouette. Je viens avec une photomaton pour espérer avoir une présence, comme on dit, une silhouette dans un film. C'est mieux qu'une figure, c'est pas un rôle, c'est mieux qu'une figure. Silhouette, ça veut dire qu'il peut y avoir un plan sur vous. Et au moment où je rentre dans le bureau de la production, il y a Xavier qui sort de son bureau et qui me regarde et qui me dit « Tiens, prends mon scénario, lis-le et rappelle-moi ». En fait, il venait de virer l'acteur en question, qui était un vrai toxicomane. Et d'un commun accord, il décide de se séparer parce que ça va être trop compliqué. Et moi, j'arrive à ce moment-là. C'est pour ça que quand je parle de la chance, à ce moment-là, je rentre au moment précis où la décision a été prise et paf, il tombe sur moi. Il me donne le scénario, je sors du bureau, je vais en bas de la rue, je le lis. Et une heure après, je le rappelle, je dis, j'ai fini, quoi. Et là, il me dit, remonte. Et il me fait passer des essais. Et je décroche le rôle. Là-bas, la cam, elle est vachement moins chère. C'est du genre 200 balles le gramme. Ici, elle a 800 ou 1000 balles, quoi. Avec une brique, on en achète. Ça fait 50 grammes. 50 grammes à 800 balles, disons, quoi. Ça fait 40 000 balles. 40 000 balles, on la coupe en 4. 160 000, ça fait. Voilà, 80 000 pour toi, 80 000 pour moi. J'ai effectivement monté les marches de Cannes. À cette époque-là, on était en compétition officielle. Et très vite, je suis reparti à Clignancourt parce que j'avais des responsabilités, je devais déballer. Mais je suis passé de l'un à l'autre comme ça. C'est même pas le mythe de Cendrillon. Pour moi, j'avais vécu un moment exceptionnel, mais qui me semblait, en tout cas à ce moment-là, éphémère. Et un retour à la réalité que j'avais accepté.
C'est-à-dire que je ne vivais pas ça comme une frustration, c'est très important de le préciser. Pour moi, je venais de vivre une expérience formidable et revenons aux choses sérieuses, à savoir marcher au puce. C'est aussi simple que ça. Et ce soir, l'invité de la grosse émission, mesdames et messieurs, Roch Dizem. Et regardez, un jeune acteur qui a déjà quand même pas mal de films à son actif. Roch, vous avez été à combien? Parce que j'ai l'impression de vous avoir vu dans pas mal de petites choses. Enfin, de petites choses, de grands films, dans des... Oh, je m'enfonce là comme un con là. Des 35 mm quoi, la pellicule large et tout. Quoi. Non, mais vous avez fait beaucoup de cinéma déjà pour un jeune acteur. Une quinzaine à peu près. Mais vous avez quel âge, Roch? J'ai 33 ans. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Non, je rigole. C'est très étrange. Je vais vous faire une confidence. Je n'ai aucun souvenir de ce moment-là. Mais c'est intéressant de voir à quel point je suis totalement intimidé et je n'ai aucune répartie et je ne sais pas comment répondre à l'humour de Cad et de Olivier. Je subis même cet humour. En réalité, je pense qu'à l'intérieur de moi, je suis en panique totale. Vous avez 35 ans? 33. 33. Ah, ça c'est quand même... Je vais le noter, ça. 33. Ça, je vais le ressortir. Quand on va me demander quel âge j'ai, je vais dire 33. Ouais, ça fait classe. Ouais. En plus, il l'a bien fait, Roger. Vous avez quel âge? 33. C'est un acteur. Ouais. Vous savez, j'ai vécu comme beaucoup d'acteurs, je n'invente rien, le syndrome de l'imposteur. Quand on se retrouve dans une émission comme ça et qu'on est l'invité, toujours ce sentiment qu'on va découvrir l'escroc que vous êtes. Le sentiment que j'ai en me voyant là, je sens bien que je suis pas à ma place. Encore aujourd'hui, je me demande vraiment comment j'ai pu en arriver là et comment je peux encore obtenir le désir et la confiance de certains metteurs en scène. Quelque chose qui me surprend toujours, qui m'émeut toujours, qui me bouleverse et que je ne m'explique toujours pas. Je sais que rien de ce qui se passe dans ma vie professionnelle, j'entends, il n'y a rien de normal. Il n'y a rien d'ordinaire. 1, 2, c'est nous les Africains qui revenons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourdi foyer, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous pouvons porter haut et fier ce beau drapeau de notre France entière. Ça, en revanche, je ne l'ai pas oublié. Dans les moments de bonheur que peut apporter ce métier, on est au pic du plaisir. Parce que c'est d'abord, en plus, c'est un prix collectif. C'est Cannes, c'est un prix international. Un film qui va compter, qui compte encore, qu'on retrouvera. Moi, j'ai eu cette surprise magnifique de découvrir l'affiche du film dans le manuel scolaire de ma fille qui était en première, dans son manuel d'histoire. C'est difficile d'imaginer ça quand on commence ce métier, de pouvoir se retrouver sous ce format-là et sur ce support-là. Et puis, il y a ce qu'on dit, ce beau drapeau de notre France entière. Par rapport à la période qu'on traverse, il y avait quand même quelque chose qu'on a sans doute pas réalisé sur la force de ces mots et l'impact qu'il a aujourd'hui. En terminant, en plus, c'est nous les Africains. On a toujours eu conscience, avec Bouajila, avec Jamel, on a toujours discuté de cet aspect-là des choses, de notre rapport à la France. Et il y avait quelque chose sur lequel on était tous d'accord. Le bonheur, le plaisir et la reconnaissance qu'on avait pour ce pays. Et ça, il faut que les gens se le mettent bien une bonne fois pour toutes dans la tête. Il ne faut pas croire que nous, issus de la deuxième génération d'immigrés, on a une quelconque aversion ou quelconque règlement de compte à avoir. C'est pas du tout. On sait bien que ce qu'on a vécu là, ce qu'on vit là, et ce qu'on vit encore aujourd'hui, c'est parce qu'on a la chance d'être dans ce pays. Et on le sait. Et je pense que c'est pas à nous, encore plus aujourd'hui, de justifier notre amour pour la France. On n'a pas à justifier de ça, en fait. Ça, c'est les anciens combattants, ça. Et ce qui est formidable avec ce film, c'est que, indépendamment du succès critique, public, c'est que suite à cette projection-là, Jacques Chirac décide de débloquer les pensions qui étaient allouées aux tirailleurs africains. Donc, vous vous rendez compte de l'impact d'un film. Jacques Chirac, homme de droite si l'on est, qui a eu ses dérapages, mais ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que le gars, en ayant vu le film, décide de débloquer des pensions qui étaient bloquées depuis 60 ans, je crois. Même moi, je ne pensais pas que le cinéma avait cette vertu-là et cette possibilité-là. Mais non, j'étais coincée dans les... J'ai bien réfléchi. Puisque tu veux pas voir les choses clairement, je vais te les dire en face.
Hein? Mon fils, il s'appelle Abdelkrim. Ah bon? J'ai pas le choix. On peut pas en discuter? Ça va, on a assez discuté, c'est bon. Mais c'est quoi ces méthodes? Tu m'imposes un prénom Mais maintenant. t'as vu tes méthodes à toi? T'as vu tes méthodes? Genre avec ta petite gueule d'ange, là, je souris à la vie, tout ça pour mieux me piéger? Piéger? Mais te piéger de quoi? Je peux savoir? De quoi? Mais je me suis fait humilier par tes bon parents. Ouais, ensuite tu me poses une mezouza, après tu fais le Shabbat, on va jusqu'où comme ça, hein? Mais t'es maladroit, mais ils t'ont pas humilié. Ensuite, cette mezouza, je t'ai proposé de l'enlever. Un truc. Et je te ferai remarquer que toi, tu fais le ramadan, Je vais te dire alors. un truc, la vérité, c'est que t'assumes pas que je suis arabe. C'est ça le problème. N'importe Alors, quoi. Si, alors je vais te dire un truc. Parce qu'il y a un truc qui se discute pas. Mon fils, il s'appelle Abdelkrim comme mon père, un point, c'est tout. D'accord, c'est quoi la prochaine étape? Je porte le voile? La question des identités, le vivre ensemble. Pourquoi avoir choisi ce thème comme premier film? C'est un thème qui m'a été proposé par le producteur du film à l'époque, Philippe Godot, parce que je vivais avec une femme qui était de culture juive. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça le fascinait. Comment moi, qui suis de culture musulmane, pouvais vivre avec une femme de culture juive. Et en fait, avec ma compagne à l'époque, on traversait ça, mais alors, on n'était pas pratiquants ni l'un ni l'autre, mais on avait quand même notre culture qui était importante. Et puis, j'ai fini par céder en me disant, ok, je vais bien écrire une histoire, mais je vais surtout inventer beaucoup et surtout y mettre beaucoup de légèreté. C'est une comédie, alors ça se voit pas avec l'extrait que vous avez monté. C'est une comédie que j'ai écrite avec Pascal Elbé. On ne s'est pas rendu compte, c'est marrant parce qu'on en a reparlé, j'ai envoyé un message il n'y a pas longtemps à Pascal Elbé, après justement tout ce qui se passe aujourd'hui, et notamment le conflit israélo-palestinien. Je ne pensais pas que ce film serait encore d'actualité et je ne suis pas sûr qu'on l'aurait écrit de la même façon, surtout aujourd'hui. À l'époque, on avait quand même l'impression d'écrire un film au message préhistorique, alors qu'en fait, on est bien en dessous de la vérité. Regarde ce qu'ils font avec leur bébé, il est circoncis à 8 jours. Ouais, ça c'est vrai ça. Bah pourquoi vous croyez que c'est mieux, vous? Un bébé, ça se rappelle de rien à 8 jours. C'est vrai que... Et donc tu préfères contre la coupe à 8 ans ou à 8 jours? Si possible, jamais. À toi de jouer, tu Gilou. parles là, lui, les Français sont pires que des mécréants, se la coupent même pas. Même les Américains, c'est bâtard ici, là. Ouais, il est pas méchant. Il est pas méchant, mais il peut devenir dangereux. C'est ton oncle Boucher, là, qui lui compte ses idées à la con. Non, tu laisses mon oncle où il est. Maintenant, on arrête avec mon oncle, ok? Mais il passe ses journées à embrouiller les jeunes, alors monte la tête contre l'Occident. C'est un trou du cul d'islamistes. Oh, qui donne des cours coraniques, ok? C'est un modéré. Modéré? Il refuse de me parler, tu trouves ça normal, toi? Impur, toi, t'es le grand saint. Putain, ferme ta gueule, Karim, ferme ta gueule. Aujourd'hui, il y a une rupture. On voit bien que il y a un malaise, il n'y a plus de place pour la nuance. La radicalisation, c'est devenu la nuance. Être raisonnable, c'est être radical. Autant à l'époque, on pouvait en plaisanter, on pouvait échanger, on pouvait débattre sans forcément être d'accord. Autant aujourd'hui, c'est totalement binaire. Et donc, j'ai l'impression qu'au lieu d'assister à une évolution des esprits, on assiste plutôt à une forme de dégénérescence, parce que l'échange n'existait plus, les propos et les débats sont d'une médiocrité absolue. Et donc ce film fait figure de vestige. C'est un triste constat que je suis en train de vous faire, hein, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, si je devais écrire une histoire avec le même thème, j'y mettrais autant d'humour et de légèreté. Le cœur n'y serait pas, en tout cas. כן, שלמה. אנחנו לא דתיים. הבנו שאתם יהודי אתיופיה מאוד מאמינים, שבמשך מאות שנים נלחמתם על התורה, גם כשזה היה מאוד מסוכן. ושרדתם בזכות החלום לחזור יום אחד לירושלים. אנחנו נכבד את זה גם אם אנחנו לא מאמינים. אם תרצה, בערב נצטרף אליך לתפילה. J'ai d'abord vécu avec une famille catholique, j'ai vécu avec ma famille biologique d'obédience musulmane, et j'ai eu cette très belle histoire avec la mère de mes enfants, qui était de culture juive. Donc je sais ce que c'est que le vivre ensemble, et je sais aussi surtout que c'est tout à fait possible. Ça demande juste un effort. Et cet effort-là, aujourd'hui, on n'a plus envie de le faire, pour diverses raisons. La douleur et la colère, aujourd'hui, de certains Français, elle a pris pour cible l'autre, et l'autre qu'ils considèrent comme différent, et donc qu'il faut exclure. C'est dans l'échange qu'on grandira. Le repli sur soi, on sait ce que c'est, ça n'a jamais rien donné. Et quand la paye arrive, c'est toi qui empoches le double. Combien t'as pris sur Potin, alors que t'es même pas sur l'affiche? Je suis pas sur cette foutue affiche parce que monsieur trouvait ça dégradant. Parce que tu veux tout pour toi, oui. Mais t'as la mémoire courte, mon ami. Les Delvaux, Kananga, qui est venu te chercher alors que t'étais encore qu'un phénomène. Sauvage! Alors elle est où? Elle est où la différence avec les Delvaux? Mais elle est là! J'ai trouvé l'histoire extraordinaire. Extraordinaire, parce que là encore, on a affaire à un personnage, un des artistes les plus emblématiques du début du siècle dernier, qui était de toutes les campagnes publicitaires, qui était la star des enfants, qui faisait la une des journaux, et pour ses frasques, et pour notamment sa générosité avec ses œuvres caritatives, pardon. Et 100 ans plus tard, plus aucune trace
de ce monsieur, Raphaël Padilla. Et ça, forcément, ça me parle, ça m'interpelle, surtout quand on a autour de soi un garçon comme Omar Sy, qui, quelque part, en termes de notoriété, au moment où on fait le film, il est au même niveau de notoriété peut-être que Raphaël Padilla 100 ans auparavant. Qu'est-ce qui se passe si dans 100 ans, personne ne sait qui a été Omar Sy? Il y a quelque chose d'intéressant à développer autour de ça. Et puis, il y a c'est toujours cette histoire de binôme. Il y a donc l'intellectuel et l'illettré. Et là, il y a l'Auguste et le clown blanc. Dans mon premier film, il y avait la juive et le musulman. J'aime bien cette idée de réunir deux personnages que tout est censé opposer, alors qu'en fait, quand on les combine ensemble, on s'aperçoit qu'ils sont plus forts. Et le César du meilleur acteur est attribué à Roche Dizem. C'est assez étrange le César parce que on vit très bien sans, mais on vit mieux avec. Je fais un métier qui me permet de vivre une expérience exceptionnelle, extraordinaire, captivante. Et donc je voudrais dire à tous ces metteurs en scène qu'ils ont toute ma gratitude. Il y a plein de choses qui me traversent l'esprit au moment où je vous parle. Et d'abord, ça me replonge des années en arrière, quand je regardais les Césars en famille, et qu'on voyait Gabin, Brasseur, Annie Girardot, pléthore d'acteurs comme ça, Philippe Noiret, et un jour d'être à la même place qu'eux, et en plus sur la plus haute marche du podium. J'aime bien prendre conscience de ça sur le parcours effectué depuis ma cité HLM de Drancy jusqu'à la salle Pleyel, puisque c'est là que ça se déroulait. J'ai très conscience aussi de la chance que j'ai eue d'avoir des parents qui ont décidé de quitter le Maroc, qui m'a permis de vivre ce que je vis aujourd'hui, avec leur soutien, et c'est pour ça que je les remercie à la fin. Je voudrais dédier ce César à mes deux héros, Fatima et Gilali Zanzem, mes parents. Ils ont fait ce que je suis, je leur dois tout, et soyez-en sûrs, s'ils étaient là, ils vous remercieraient un par un. Je le fais pour eux. Merci beaucoup. Ils m'ont plus que dit vas-y, quoi. Ils m'ont dit vas-y, et de quoi tu as besoin, quoi? Bah rien, de vous. Et puis c'est vrai que le César, il a ceci de particulier, c'est que vous dites, ça veut dire qu'il y a une majorité de gens issus de la profession qui ont aimé mon travail. Ça laisse pas indifférent. Je voudrais aussi transmettre mon respect à Arnaud, magique Desplechin, qui transforme le moyen en bon, le bon en très bon, le très bon en excellence. Moi, la façon dont j'ai abordé ce rôle, j'étais dans l'erreur la plus totale. Je l'ai envisagé et je l'ai appréhendé comme un flic. Vous allez parler les petites là parce que sinon je vais m'énerver. Et c'est Desplechin qui m'a emmené vers quelque chose de doux, quasi christique. Comment je fais pour la trouver maintenant? Je sais pas. Elle est dans la religion, Sophie? Oh non, non. Comment tu sais? Et j'ai dit qu'elle était partie dormir en Belgique, j'ai pas dit qu'elle était partie dormir en Syrie. Pourquoi tu me parles de la Syrie maintenant? Pour rigoler, là, faut pas vous énerver. Tu trouves que j'ai envie de rigoler, moi? Est-ce qu'elle a un petit copain? Non, non, Sophie, c'est plutôt le genre de personne à vivre au jour le jour. Donc quoi, des copains comme ça, à gauche, à droite? Non, c'est pas une putain. C'est pas parce que t'as un petit copain que t'es une putain. Il y avait une douceur incroyable qu'on m'avait jamais réclamée auparavant. C'est pour ça que je le remercie quand je dis Magic Desplechin, c'est parce que il m'emmène là où je suis pas allé, et surtout, il m'emmène là où j'ai pris plaisir à aller. Vous dites que le foot pour vous, c'est une forme d'exutoire. Complètement. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans ces stades, entouré des supporters? D'abord, je suis dans une tribune populaire et je retrouve certains de mes repères. Le fait que moi je sois acteur et que l'autre soit chauffeur routier, on efface tout ça, on est juste des admirateurs ou des passionnés de football, et il y a quelque chose qui se produit à l'unisson. Et le football produit ça. Ça dépasse le sport en lui-même, avec ses règles et tout ce qui va avec. Et même si aujourd'hui il y a beaucoup d'argent dans le football, il y a quelque chose de quasi religieux dans le foot et qui emporte tout le monde. Fais bien attention à tout ce que tu dis. La gamine, c'est une vraie peste. D'accord, tu travailles pour moi? Elle a déjà viré 3 vigiles. Non! Faut qu'on fasse attention, j'ai vu des choses dehors. Attachez-vous. Elias, il est à l'image de ce que j'espérais, c'est-à-dire que forcément, quand on fait un film d'action, il faut que le personnage ait des compétences, et il en a, il a certaines acuités. Mais ce qui était important aussi, c'était qu'il ait des failles. Des failles, alors là, en l'occurrence, il a des failles, pathologies de l'ordre de la schizophrénie et de crise de paranoïa. Et ça permet d'incarner et d'étoffer un peu plus le personnage au sein d'un film d'action où on sait que la quête du spectaculaire est quand même notre motivation essentielle. Mais ça me paraissait important quand même d'essayer de trouver une interprétation suffisamment forte et élaborée
pour que j'y prenne du plaisir, que je sois pas simplement une espèce de brute qui traverse un récit en dégommant tout ce qui le dérange. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et peut-être de jouissif à incarner un personnage dans un film d'action avec un budget d'envergure? Il y a plein de choses. D'abord, il y a des réminiscences par rapport au cinéma qui, moi, m'a fait venir dans les salles à mes débuts, à mon adolescence. Ce qui m'intéressait, c'était surtout le divertissement pur et le spectaculaire. Donc, beaucoup de films d'action, comme il y en avait beaucoup dans les années 70-80. Et puis, la partie théorique, d'interpréter quelqu'un qui a ses failles. C'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi et comment se traduit un syndrome post-traumatique. Donc il y a une quête, il y a une exploration à ce niveau-là. Et puis il y a la partie physique qui vous oblige à avoir un entraînement spécifique pour pouvoir tenir les séquences sur la longueur. C'est coupé du monde. Toujours là, mais plus vraiment. Comme une machine en veille. 80 films, 6 réalisations, des drames, des comédies, des films d'action, plusieurs prix. Quand vous voyez votre parcours comme ça, de manière sommaire, quel bilan vous pourrez dresser? Ça s'appelle dans le rétro, c'est ça? Ouais. Alors, j'ai toujours avancé sans rétro. Sans dévaloriser ce que j'ai fait, je m'intéresse déjà à ce que je suis en train de faire. Je suis toujours concentré sur le projet du moment ou, encore pire, parfois celui d'après. Donc j'essaie toujours d'avoir un coup d'avance. Ce que j'ai fait est fait, ça existe, c'est là, c'est imprimé. Et je sais que viendra le temps de se retourner, d'observer, d'analyser. Mais j'en suis pas encore là. J'en suis même, il me semble, encore loin. Je vous laisse le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Roger.